Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle lecture audio en direct, cette fois-ci avec un nouveau livre qui est intitulé La théorie de Pierre Bourdieu et ses usages sociologiques, un ouvrage de Anne Jordan et Sidonie Nolan. Introduction. Sociologue majeur du XXe siècle et intellectuel engagé à la fin de sa vie, Pierre Bourdieu est l'auteur d'une théorie générale du monde social, s'appuyant sur les travaux de Karl Marx, d'Émile Durkheim et de Max Weber. Pierre Bourdieu s'est intéressé aux mécanismes de domination et de reproduction des hiérarchies sociales ainsi qu'aux liens entre l'origine sociale des individus et leurs préférences et pratiques. Donc, Pierre Bourdieu est né le 1er août 1930 à Donguin, dans les Pyrénées-Atlantiques. Il est l'enfant unique d'un père issu de la petite paysannerie biarnaise, qui fut d'abord ouvrier agricole, puis facteur et receveur des postes, et d'une mère issue d'une lignée de propriétaires, le Biarn, auquel Pierre Bourdieu est resté attaché toute sa vie, est le terrain de l'une de ses premières enquêtes ethnographiques, ainsi que le sujet de son dernier livre, Le bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Biarn. D'abord, lycéen à Pau, Pierre Bourdieu entre ensuite en Cagnes, au lycée Louis-le-Grand à Paris. En 1951, il intègre l'école normale supérieure de la rue du LEM, puis obtient l'agrégation de philosophie en 1954. Il débute ensuite une thèse de philosophie, restée inachevée, sous la direction de Georges Canguilhem. Simultanément, il est pendant un an professeur de philosophie au lycée de Moulins. De 1955 à 1960, ses obligations militaires le conduisent en Algérie. Cette période est cruciale pour Pierre Bourdieu. Elle scelle son passage de la philosophie à la sociologie. En 1958, il publie son premier ouvrage, Sociologie de l'Algérie, dans la collection Que sais-je. C'est en Kabylie que Pierre Bourdieu effectue ses premières enquêtes ethnographiques. Celles-ci débouchent sur plusieurs ouvrages, notamment Travail et travailleurs en Algérie, écrit en collaboration avec Alain Darbel, Jean-Paul Rivet et Claude Sebel, et le déracinement, la crise de la culture traditionnelle en Algérie, écrit avec Abdelmalek Sayad. Ces ouvrages sont le lieu d'une réflexion sur les changements dans les sociétés précapitalistes, urbanisation, scolarisation, induits par le capitalisme colonial et les luttes indépendalistes. Ils se fondent non seulement sur des enquêtes ethnographiques, mais aussi sur des enquêtes par questionnaire conduites avec l'aide d'Alain Darbel, statisticien à l'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques. Plus tard, la réflexion anthropologique de Pierre Bourdieu sur la société kabyle traditionnelle sert de fondement empirique à des ouvrages plus théoriques sur l'action humaine, tels que l'esquisse d'une théorie de la pratique ou le sens pratique, et à des écrits consacrés à la domination et au rapport de genre. En 1960, Pierre Bourdieu rentre en France.
Il devient l'assistant à la Sorbonne du philosophe et sociologue Raymond Aron et secrétaire général du Centre de sociologie européenne, que ce dernier a fondé en 1960. Pierre Bourdieu obtient ensuite un poste de maître de conférence à l'Université de Lille, qu'il occupe jusqu'en 1964. À cette date, il devient directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Il entame une activité éditoriale en dirigeant la collection Le Sens commun aux éditions de Minuit. C'est dans cette collection qu'il publie jusqu'en 1992 la plupart de ses livres et de ceux des membres de son équipe. Il édite les travaux d'auteurs français classiques et les traductions d'auteurs étrangers qui l'inspirent, Irving Goffman, Richard Hogarth, Erwin Panofsky. 1964 est aussi l'année de la publication des héritiers, de son ouvrage Les héritiers, les étudiants et la culture, coécrit avec Jean-Claude Passeron. Cet ouvrage est le premier pour Pierre Bourdieu à connaître un important succès tant académique que commercial. L'école et les pratiques culturelles sont à cette époque les thématiques de prédilection de Pierre Bourdieu. Il s'intéresse aussi à la sociologie de l'art avec d'autres membres du CSE. Il publie en 1965 un art moyen, essai sur les usages sociaux de la photographie, puis en 1966 L'amour de l'art, les musées d'art européens et leur public, qui est une étude sur la fréquentation des musées. Cet intérêt pour la sociologie de l'art se manifeste de nouveau beaucoup plus tard dans la carrière de Pierre Bourdieu, en 1992, lorsqu'il écrit Les règles de l'art, genèse et structure du champ littéraire. Il développe dans cet ouvrage une analyse historique de la constitution et du fonctionnement du champ artistique et propose, ce faisant, un ouvrage emblématique de sa sociologie des champs sociaux. En 1968, Pierre Bourdieu rompt avec son maître à penser, Raymond Aron. Il fonde alors le Centre de sociologie de l'éducation et de la culture, actuel Centre de sociologie européenne. La même année, il publie Le métier de sociologue, préalable épistémologique avec Jean-Claude Chambourdon et Jean-Claude Passeron. Lors des événements de mai 1968, Pierre Bourdieu ne s'engage pas dans le débat public, bien que l'ouvrage Les héritiers soit abondamment cité. 2 ans plus tard, en 1970, Pierre Bourdieu coécrit avec Jean-Claude Passeron La reproduction, élément pour une théorie du système d'enseignement, un nouvel ouvrage sur l'école plus théorique que Les héritiers. Les deux auteurs montrent que l'école, loin d'offrir une réelle égalité des chances, contribue à la reproduction et à la légitimation de la hiérarchie sociale. Au cours des années 1960, Pierre Bourdieu occupe une place de plus en plus centrale dans le paysage sociologique. Son aura dépasse celle des sociologues qui lui sont contemporains, Michel Crozier, Georges Friedman, Alain Touraine, avec lesquels il ne dialogue d'ailleurs quasiment pas. La force de Pierre Bourdieu repose en partie sur le collectif qu'il a su fédérer autour de lui, chose assez rare dans l'univers des sciences sociales. Il s'entoure d'une équipe de sociologues qui contribuent à son travail, compte rendu d'ouvrages, réalisation d'enquêtes, et qui participent à la diffusion de sa pensée. En 1975, Pierre Bourdieu lance la revue Actes de la recherche en sciences sociales qu'il dirige jusqu'à sa mort. Elle lui permet d'exposer ses propres travaux ainsi que ceux de ses collègues et élèves. Sa forme est relativement novatrice, illustration, grand format, mise en page originale, mais son fonctionnement est souvent dénoncé comme autocratique,
en 1979 et publie le livre majeur de Pierre Bourdieu, La distinction, critique sociale du jugement. Les notions d'habitus et de capital, centrales dans la théorie bourdieusienne, sont largement mobilisées pour rendre compte des différences de pratiques culturelles selon les classes sociales. Au début des années 1980, les principaux concepts de la sociologie bourdieusienne sont fixés. Durant les 20 années suivantes, Pierre Bourdieu, tout en poursuivant son œuvre prolifique, s'oriente de plus en plus vers la diffusion de ses travaux, notamment à l'international. Il est simultanément de mieux en mieux reconnu par les institutions françaises. En 1981, il est élu professeur au Collège de France et en 1993, il est le premier sociologue à recevoir la médaille d'or du CNRS. Les 10 dernières années de la vie de Pierre Bourdieu sont marquées par son passage du rôle de chercheur universitaire à celui d'intellectuel engagé. En 1993, il dirige l'ouvrage collectif La misère du monde, qui, au travers de récits de vie d'individus en situation de souffrance sociale, fait de Pierre Bourdieu le porte-parole des personnes en situation de misère sociale. Cet ouvrage connaît un très grand succès de librairie. Parallèlement, l'engagement militant de Pierre Bourdieu va croissant durant les années 1990. Il prend notamment la défense des grévistes lors du mouvement social de l'automne 1995, puis il apporte son soutien au mouvement des chômeurs de l'hiver 1997-1998 et aux altermondialistes. Ses critiques du néolibéralisme et des politiques de démantèlement des services publics sont fortement relayées par les médias avec lesquels il entretient des relations pourtant houleuses, faites de fascination et de critiques radicales. 12 ouvrages intitulés Contre-feu rassemblent ses interventions politiques. En appui à cet engagement militant, Pierre Bourdieu inaugure une nouvelle collaboration éditoriale avec les éditions du Seuil en 1992 et il lance en association avec elle la maison d'édition Raison d'agir. À la suite des grèves de 1995, c'est chez cet éditeur qu'il publie en 1996 le petit livre polémique sur la télévision. Facile d'accès, il s'agit de l'un de ses ouvrages les plus vendus. En 2000, Pierre Carl réalise le documentaire, un film documentaire, La sociologie est un sport de combat, qui retrace l'engagement intellectuel et politique de Pierre Bourdieu. Il met tout particulièrement en évidence l'influence que le sociologue a pu avoir sur les mouvements sociaux. Parallèlement à son engagement militant, Pierre Bourdieu poursuit néanmoins une réflexion plus académique sur la sociologie et le rôle de la science, méditation pascalienne, science de la science et réflexivité. Pierre Bourdieu décède le 23 janvier 2002 à l'âge de 71, laissant derrière lui une œuvre colossale, 343 publications selon le quotidien Libération. Ses plus grands succès éditoriaux sont ses ouvrages polémiques au grand public sur la télévision, La misère du monde. Ce sont des ouvrages d'accès plus difficile, tels que Les héritiers ou La distinction, qui sont devenus des classiques de la sociologie. L'objectif de cet ouvrage, consacré à la théorie de Pierre Bourdieu, à ses usages sociologiques, est de restituer à la fois synthétiquement et fidèlement les principaux apports de cet auteur à la sociologie. Il s'agit notamment de faciliter la lecture des textes de Pierre Bourdieu. Celui-ci étant connu pour la complexité de son écriture, faite de circonvolutions stylistiques et des jeux de mots.
Si les travaux sociologiques de Pierre Bourdieu ont porté au cours de sa carrière sur une grande variété d'objets, société traditionnelle, monde universitaire, médias, économie, nous nous concentrons ici sur les 4 thématiques les plus centrales de son œuvre. Le premier chapitre porte sur la réflexion épistémologique que Pierre Bourdieu a menée tout au long de sa vie. Comprendre sa conception de la sociologie et du métier de sociologue offre un point d'entrée pour saisir la manière dont il envisage le monde social et l'action humaine. Les 2 chapitres suivants partent d'objets particuliers de la réflexion bourdieusienne, l'école et la culture, pour mettre en évidence la manière dont se sont forgés empiriquement les principaux concepts de l'auteur. Il s'agit aussi de montrer dans les 2 cas comment ces concepts ont permis un renouvellement profond et durable de la réflexion menée dans ces domaines. Enfin, le dernier chapitre porte sur la théorie de l'espace social. Cette théorie permet une montée en généralité en expliquant le fonctionnement des différents domaines de la vie sociale. Dans chacun des chapitres, l'exposition de la théorie de Pierre Bourdieu est prolongée par la présentation de travaux d'auteurs qui ont illustré ou poursuivi sa réflexion. Cet ouvrage a donc pour ambition de mettre au jour la portée du travail sociologique de Pierre Bourdieu, devenu une référence incontournable dans de nombreux domaines d'études. Le métier de sociologue. Pierre Bourdieu doit sa célébrité à la théorie du monde social qu'il a élaborée. Pour autant, non content d'être un praticien de la sociologie, Pierre Bourdieu a aussi consacré une partie de son travail à réfléchir aux conditions d'existence de la sociologie comme discipline et aux attendus du métier de sociologue. Ces préoccupations sont le fruit d'un travail collectif réalisé avec 2 autres sociologues, Jean-Claude Chambordon et Jean-Claude Passeron. En 1968, les 3 hommes publient le métier de sociologue. Ce livre énonce les principes que doit suivre toute démarche sociologique pour être qualifiée de scientifique. Revenir sur la manière dont Pierre Bourdieu envisage la scientificité de la sociologie et par suite l'action humaine permet d'éclairer sa théorie du monde social. Premier point, la sociologie comme science. Toute discipline qui cherche à être reconnue comme science doit s'interroger sur les conditions de scientificité de la production de ces connaissances. Cette réflexion qualifiée d'épistémologique est menée pour la sociologie depuis sa naissance à la fin du XIXe siècle, notamment dans les travaux d'Émile Durkheim, Pierre Bourdieu avec Jean-Claude Chambordon et Jean-Claude Passeron se saisit à son tour de cette problématique dans le métier de sociologue. Reprise et poursuite du projet durkheimien, filiation intellectuelle. La réflexion sur les conditions que la sociologie doit remplir pour être considérée comme science a été initiée en France par Émile Durkheim à la fin du XIXe siècle. À cette époque, la sociologie, tout juste naissante, doit, pour parvenir à se constituer comme discipline autonome, mettre en évidence ce qui la distingue de disciplines proches telles que la psychologie, la philosophie, l'histoire et la biologie. Les sociologues doivent aussi réfléchir aux conditions dans lesquelles ils peuvent produire une connaissance scientifique. La réponse apportée par Émile Durkheim dans les règles de la méthode sociologique
consiste à affirmer qu'une connaissance scientifique du monde social est possible, mais qu'elle se fonde moins sur la spécificité de son objet. La vie sociale est aussi étudiée par l'histoire, par la psychologie, que sur les méthodes qu'elle emploie. Plus de 70 ans après, Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chambordon et Jean-Claude Passeron font des milliers de Durkheim, alors quelque peu oubliés, leur principale référence lorsqu'ils écrivent le métier de sociologue. Comme lui, ils souhaitent permettre aux sociologues de leur époque de s'accorder sur ce qui fait de leur discipline une science, et ils cherchent à mettre au jour les principes qui doivent guider le travail sociologique. Ce qui intéresse les trois auteurs n'est pas tant de discuter la pertinence du classement de la sociologie parmi les sciences, puisque le fait que la sociologie soit une science leur semble acquis. Pierre Bourdieu écrit ainsi: la sociologie me paraît avoir toutes les propriétés qui définissent une science. Mais plutôt de mettre la pratique sociologique à la question, c'est-à-dire de réfléchir aux conditions dans lesquelles l'usage des techniques employées par les sociologues pour rendre compte du réel aboutit à des résultats qui peuvent être qualifiés de scientifiques. À la question de savoir si la sociologie est ou non une science, et une science comme les autres, il faut donc substituer la question du type d'organisation et de fonctionnement de la cité savante le plus favorable à l'apparition et au développement d'une recherche soumise à des contrôles strictement scientifiques. Par ce questionnement, les auteurs souhaitent notamment dénoncer l'absence de réflexion sur l'usage des méthodes statistiques, celles-ci s'étant répandues à la fin des années 1960 sous la houlette de l'américain Paul Lazarsfeld. Pour Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chambordon et Jean-Claude Passeron, il s'agit donc de fonder une nouvelle théorie de la pratique sociologique. Pour ce faire, la rédaction d'un ouvrage en 3 volumes était initialement prévue. Un premier devait poser les préalables épistémologiques à la connaissance sociologique, c'est-à-dire définir à quelles conditions la sociologie est une science. Un second devait étudier comment le sociologue construit son objet d'étude, c'est-à-dire comment il définit sa problématique. Et un troisième devait établir un répertoire critique des outils du sociologue. Seul le premier ouvrage, qui constitue le métier de sociologue tel que nous le connaissons, a été effectivement rédigé. Ce livre a pour particularité d'être composé pour moitié du texte des 3 auteurs et pour moitié de textes d'appui empruntés tant à la tradition sociologique Émile Durkheim, Max Weber, Marcel Mauss qu'à la tradition épistémologique issue de la réflexion sur les sciences de la nature Gaston Bachelard, Georges Canguilhem, Alexandre Coiré. Se défaire de l'illusion du savoir immédiat. L'un des principaux enseignements d'Émile Durkheim dans les règles de la méthode sociologique est que pour observer les faits sociaux et en rendre compte de manière scientifique, les sociologues doivent écarter systématiquement les prénotions. Les prénotions sont des représentations schématiques et sommaires qui sont formées par la pratique et pour elles, par l'ensemble des individus et donc aussi par les sociologues. En effet, dès lors que nous vivons en société, nous nous forgeons des représentations utiles pour nous orienter, nous positionner, émettre des jugements sur le monde qui nous entoure. Ainsi, a-t-on par exemple une représentation des hiérarchies sociales de notre pays ou de l'activité de la justice, sans pour autant être capable de dire si ces représentations reflètent tout à fait fidèlement la réalité, car nous ne les avons pas soumises à la réflexion.
Ces idées, a priori, sont un obstacle à la science car elles nous empêchent de voir la vraie nature des choses. À la suite d'Émile Durkheim, les auteurs du métier de sociologue dénoncent le danger de cette illusion du savoir immédiat. Et ils encouragent le sociologue à effectuer une rupture épistémologique avec cette sociologie spontanée pour parvenir à élaborer un discours sur le monde social qui soit de nature scientifique. Pour rompre avec les prénotions, Émile Durkheim conseillait aux sociologues d'adopter une position d'extériorité par rapport aux faits sociaux. Il faut les considérer comme des choses qui nous sont extérieures, et une position d'ignorance a priori. Plusieurs méthodes et techniques permettant d'effectuer cette rupture épistémologique étaient évoquées dans ces travaux. L'une d'entre elles, qui est reprise dans le métier de sociologue, consiste à se donner une définition provisoire de l'objet à étudier. Cette définition se fonde non sur des impressions personnelles du chercheur, mais sur des signes objectifs empiriquement observables de l'objet. Ainsi, les prénotions sont en partie neutralisées pour ne pas déterminer les résultats de l'enquête. Émile Durkheim, par exemple, définissait le crime comme tout acte puni. Cela lui permettait d'évacuer de la recherche ses propres jugements moraux, jugements consubstantiels de sa vision non savante du crime. Outre la définition provisoire de leurs objets, les sociologues peuvent aussi utiliser des techniques d'objectivation du réel telles que les statistiques. C'est ce que faisait Émile Durkheim dans le suicide. À partir des statistiques officielles du suicide en France, il mettait en évidence des régularités, saisonnalité du suicide, évolution du taux de suicide en fonction de l'âge, qui le conduisait à affirmer qu'il était possible d'expliquer le suicide sans se référer aux motifs psychologiques des individus comme nos prénotions nous le laisseraient supposer. L'outil statistique rend donc plus objectif le fait social en nous permettant de dépasser nos prénotions subjectives par la mise au jour des résultats inattendus. La lutte contre l'illusion du savoir immédiat est toutefois entravée par la nature du langage utilisé par les sociologues. Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chambourdon et Jean-Claude Passeron soulignaient que l'une des difficultés de la rupture épistémologique entre le sens commun et le discours scientifique en sociologie tient au fait que les sociologues s'expriment dans le même langage que les non-sociologues. Il n'en va pas de même, par exemple, pour les physiciens qui, grâce au langage mathématique et au vocabulaire spécifique à leur discipline, parviennent plus facilement à mettre une distance entre leur représentation personnelle et leur objet d'étude. Le langage commun qu'utilisent les sociologues est potentiellement source d'erreurs car il enferme des représentations du monde social. Comme le disent les auteurs, le langage ordinaire enferme dans son vocabulaire et sa syntaxe toute une philosophie pétrifiée du social, toujours prête à ressurgir des mots communs ou des expressions complexes construites avec des mots communs que le sociologue utilise inévitablement. Par exemple, le fait de parler d'échelle sociale suppose implicitement une représentation de la société comme un espace fluide où il est possible de circuler entre les positions sociales, ce qui n'est pas le cas si l'on parle de classe sociale. Les sociologues doivent donc se mettre en permanence leur langage à une analyse critique et clarifier les notions qu'ils utilisent afin d'en mettre au jour les présupposés implicites. Ils s'exposent sinon à prendre pour donner des objets reconstruits dans et par le langage commun. La sociologie du dévoilement.
La méfiance vis-à-vis du discours des individus est un autre point commun qui relie les auteurs du métier de sociologue et Émile Durkheim. Elle découle du principe qui consiste à vouloir expliquer le social par le social. Les règles de la méthode sociologique. En effet, pour démarquer la sociologie de la psychologie, Émile Durkheim a cherché à montrer que les faits sociaux, comme le suicide, pouvaient être expliqués par d'autres faits sociaux. L'intensité de la vie collective, l'absence de normes, sans recourir à des explications biologiques, physiologie particulière des suicidaires ou psychologique état affectif. Cela va de pair avec une conception holiste de la vie sociale, c'est-à-dire avec l'idée que la société est un tout qui dépasse les individus qui la composent et les contraint par le biais d'institutions. Cette vision s'oppose à une conception individualiste du monde social où il serait possible de rendre compte de la société en se bornant à étudier les individus. Pierre Bourdieu s'inscrit dans la même lignée intellectuelle qu'Émile Durkheim. À partir du moment où les individus sont considérés comme déterminés pour partie par une société qui les dépasse, s'ensuit qu'ils ne sont pas conscients de ce qui détermine ce qu'ils font et ce qu'ils sont. C'est le principe de la non-conscience, alors qu'ils pensent que leurs actions ne sont que le produit de leur volonté. Il est possible pour le sociologue d'objectiver ce qui les détermine, mais il doit pour cela se méfier du discours des acteurs sociaux. La sociologie de Pierre Bourdieu se veut donc une sociologie du dévoilement qui met au jour les déterminismes qui pèsent sur les acteurs sociaux sans qu'ils en soient conscients. Les mécanismes sociaux ne sont en effet pas immédiatement visibles et la tâche du sociologue consiste à les faire apparaître. Ce n'est qu'une fois conscient de ce qui les contraint que les acteurs sociaux peuvent s'en libérer. Si le sociologue a un rôle, ce serait plutôt de donner des armes que de donner des leçons. Le cadre épistémologique posé dans le métier de sociologue est à l'origine d'un renouveau du questionnement autour de la discipline sociologique. Parmi les auteurs ayant continué le travail commencé par Pierre Bourdieu et ses collègues se trouve l'un d'entre eux, Jean-Claude Passeron. La sociologie est-elle une science comme les autres? Jean-Claude Passeron. Co-auteur avec Pierre Bourdieu et Jean-Claude Chambourdon du métier de sociologue en 1968, Jean-Claude Passeron a poursuivi sa réflexion épistémologique dans le raisonnement sociologique publié en 1991. Sa réflexion débute en amont de celle du métier de sociologue où, dès le départ, il était tenu pour acquis que la sociologie était une science. Jean-Claude Passeron, au contraire, se pose la question de la scientificité de la sociologie. Est-elle une science comme les autres? Le questionnement. Le raisonnement sociologique s'ouvre sur deux questions à propos de la sociologie. Science ou non? C'est oui, comme les autres ou pas. Dans cet ouvrage, c'est la comparaison de la scientificité de la sociologie avec celle des sciences expérimentales qui est à l'origine des préceptes méthodologiques auxquels aboutit Jean-Claude Passeron. Pour Jean-Claude Passeron, la sociologie ne se distingue pas des autres sciences humaines et sociales, l'histoire, l'anthropologie, qu'elle regroupe sous le terme générique des sciences historiques. Toutes ont en effet un objet similaire, le monde historique. Ce dernier est différent de l'objet des sciences expérimentales dans la mesure où il est le lieu de phénomènes toujours contextualisés qui ne peuvent jamais se reproduire à l'identique. Cela ôte aux savants la possibilité de réaliser des expérimentations au même titre que les autres scientifiques puisqu'il ne peut jamais contrôler les conditions d'occurrence des phénomènes. Le critère de scientificité des sciences expérimentales ne peut donc pas s'appliquer aux sciences historiques.
Pour autant, les sciences historiques doivent-elles être exclues de l'univers des sciences? Autrement dit, n'existe-t-il qu'un seul régime de scientificité? Le fait que la sociologie ait pour l'objet le monde historique, où les configurations ne se reproduisent jamais à l'identique, rend non seulement compliquée la réalisation des expérimentations, mais cela empêche aussi d'établir des lois générales. Les théories proposées par la sociologie sont en réalité toujours indexées à un contexte spatio-temporel particulier, ce qui les empêche de fonctionner comme des paradigmes scientifiques. Les paradigmes sont des théories sur lesquelles, à un moment donné, les scientifiques s'accordent jusqu'à ce qu'elles soient réfutées. Ainsi, en physique, le paradigme de la relativité d'Einstein est-il venu remplacer celui de Newton. Dans les sciences historiques, en revanche, différentes théories peuvent coexister à un moment donné. De surcroît, comme l'ont montré déjà les auteurs du métier de sociologue, les sociologues s'expriment dans la même langue que les non-scientifiques, c'est-à-dire dans la langue naturelle, et non dans une langue artificielle ou protocolarisée, comme peut l'être le langage des mathématiques. Or, pour que les scientifiques s'accordent sur un paradigme, il faut qu'ils aient une langue commune, univoque, stabilisée, c'est-à-dire fondée sur un haut degré de consensus au sein du groupe des spécialistes. Dès lors, l'infirmité du tout discours sociologique provient de son incapacité à établir une langue protocolarisée qui aurait les vertus d'un paradigme durable. Les concepts élaborés aussi donc entre deux types. Soit ils sont très particuliers, c'est-à-dire qu'ils reflètent précisément l'ancrage contextuel du phénomène qu'ils décrivent, mais leur précision empirique empêche toute montée en généralité, soit à l'opposé, ils sont trop théoriques et ils englobent un grand nombre de situations, mais ils ne peuvent rendre compte d'aucune situation précisément, puisqu'ils sont désindexés d'un contexte spatial et ou temporel particulier. Toutefois, cela n'implique pas que les sociologues renoncent à la conceptualisation, ils doivent seulement prendre conscience du fait que leurs concepts ne peuvent être au mieux que des abstractions incomplètes, c'est-à-dire des concepts qui conservent une référence tacite à une contextualisation. Jean-Claude Passeron en conclut, se posant ainsi a posteriori au projet du troisième tome du métier de sociologue, que le lexique scientifique de la sociologie est un lexique infaisable. Jean-Claude Passeron met en évidence deux techniques pour parvenir à pratiquer la sociologie de manière scientifique, tout en prenant en considération les particularités induites par la dimension historique de cette discipline. Ces deux techniques font largement écho aux préconisations que Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chambourdon et lui-même faisaient déjà en 1968 dans le métier de sociologue, mais elles sont fondées sur une argumentation un peu différente. La première technique consiste à protocolariser le langage naturel grâce au raisonnement comparatif, en dépit du caractère irréductiblement historique du monde social. Pour parvenir à rendre leurs concepts plus généraux, les sociologues peuvent se mettre d'accord pour traiter comme équivalents certains contextes qui ne sont pas identiques en les réunissant sous un même type, comme dans le métier de sociologue, Jean-Claude Passeron valorise le raisonnement comparatif qui se fonde sur des idéotypes ou des analogies. Ce raisonnement, qui permet de rapprocher ou de distinguer différents contextes historiques, ne peut toutefois conduire qu'à des conclusions générales qui ont un statut de présomption. En effet, pour que les conclusions puissent avoir le statut de nécessité, un raisonnement expérimental avec un contrôle de tous les paramètres serait indispensable, ce qui est impossible dans le cas de l'observation du monde historique. La seconde technique consiste à effectuer un va-et-vient entre le raisonnement expérimental et la contextualisation historique. Bien qu'ayant un objet historique, les sciences historiques peuvent recourir à des méthodes expérimentales comme l'usage des statistiques. Avant toute chose, Jean-Claude Passeron réitère l'appel à la vigilance
épistémologique des sociologues dès lors qu'ils utilisent des méthodes expérimentales. En effet, celles-ci, du fait de leur expression dans un langage formalisé, risquent de faire tomber les sociologues dans l'illusion expérimentaliste, c'est-à-dire la croyance selon laquelle le recours aux méthodes expérimentales suffit à garantir la scientificité des résultats. Cela étant, Jean-Claude Passeron insiste plus que cela n'était fait dans le métier de sociologue, sur la complémentarité entre le raisonnement expérimental et le récit historique. Ces deux méthodes sont a priori opposées, alors que la première se fonde sur l'observation, à paramètres contrôlés de corrélation constante entre les faits sociaux, ce qui revient à désindexer les phénomènes de leur contexte historique particulier. La seconde indexe précisément l'interprétation des faits historiques à leur contexte spatial et temporel. Le problème est qu'une sociologie qui serait un simple récit historique risquerait de se réduire à de la sociologie spontanée ou de l'histoire, et qu'une sociologie qui se fonderait uniquement sur les statistiques serait un non-sens historique. Le raisonnement expérimental en sociologie est donc indissociable d'un travail de contextualisation historique. Le raisonnement sociologique se distingue du récit historique par des moments de raisonnement expérimental, mais ces moments de pureté méthodologique alternent nécessairement dans son travail interprétatif avec d'autres moments du raisonnement naturel. Le raisonnement statistique est bien un raisonnement expérimental, mais il ne le reste autant qu'il n'énonce rien sur le monde historique. Dès qu'on met du sens dans l'énoncé de ces corrélations formelles, les phrases se chargent de contexte dit ou non dit. La conclusion à laquelle aboutit le raisonnement sociologique de Jean-Claude Passeron est donc que la sociologie est bien une science, mais que sa scientificité ne doit pas être mesurée à l'aune des critères que l'on applique aux sciences naturelles. Il existe donc plusieurs régimes de scientificité. Le raisonnement naturel ne condamne pas au sens commun. Ainsi, tout en retrouvant une partie des conclusions du métier de sociologue, Jean-Claude Passeron complexifie l'affirmation bourdieusienne selon laquelle il est évident que la sociologie paraît avoir toutes les propriétés qui définissent une science. Deuxième point, la sociologie en acte. En plus d'une réflexion épistémologique sur les conditions que doit remplir la sociologie pour être qualifiée de science, Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chambourdon et Jean-Claude Passeron proposent dans le métier de sociologue en 1968 une analyse des méthodes employées par le sociologue. Dans l'ouvrage, les auteurs considèrent que les méthodes permettant une rupture épistémologique doivent être contrôlées afin d'assurer la scientificité des résultats produits. Qu'il ait recours aux statistiques, à l'observation ou à l'entretien, le sociologue doit faire preuve de vigilance épistémologique lors de la construction de son objet de recherche et du recueil de ses données. 2.1. Les méthodes du sociologue. Si le métier de sociologue aborde la question des méthodes utilisées par le sociologue, l'approche reste essentiellement théorique et abstraite. Aussi, ne faut-il pas chercher dans cet ouvrage des recettes, des trucs ou des ficelles à l'usage du sociologue amateur commençant une investigation de terrain? L'intérêt des trois auteurs pour la méthodologie s'inscrit dans leur problématique plus générale sur la nature spécifique de la démarche sociologique conçue comme une démarche scientifique, de l'importance du contrôle épistémologique des méthodes employées. Le fait est conquis, construit, constaté. Cette phrase de Gaston Bachelard est reprise par Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chambourdon et Jean-Claude Passeron pour présenter les trois actes
épistémologiques qui fondent, selon eux, la sociologie. Ces trois actes ne correspondent pas à trois moments distincts de la recherche, mais ils se retrouvent, au contraire, à toutes les étapes de l'investigation sociologique. Le fait doit tout d'abord être conquis, contre l'illusion du savoir immédiat. Comme nous l'avons vu, une rupture doit être opérée vis-à-vis du langage commun pour faire entrer la sociologie dans un régime de scientificité. Le fait est aussi construit en fonction d'une problématique théorique à laquelle participe la méthodologie choisie. En fonction de cette problématique théorique et de cette méthodologie, le fait est constaté, c'est-à-dire mis à l'épreuve de la réalité. Si ces trois actes épistémologiques ne se succèdent pas lors de la recherche, ils sont néanmoins hiérarchisés. Le constat ou l'expérimentation dépend de la construction qui elle-même est fonction de la rupture, puisque la notion de rupture a déjà été présentée. Nous nous centrerons ici davantage sur la construction et le constat ainsi que sur le lien établi par la méthodologie entre ces deux actes épistémologiques. Il n'existe pas en sociologie de données pures détachées de toute théorie. Le constat dépend toujours de la construction de l'objet qui est elle-même nécessairement théorique. Une problématique théorique est nécessaire pour interroger le réel. Par exemple, pour réaliser une observation, le sociologue doit s'appuyer sur des hypothèses théoriques qui orientent son regard. Il doit savoir quoi observer pour établir des constats. Toute grille d'observation qui recense les aspects auxquels le sociologue doit prêter attention met ainsi en œuvre des présupposés théoriques. De même, le questionnaire d'une enquête statistique s'appuie sur des hypothèses qui tendent à façonner les résultats, les réponses obtenues sans fonction des questions posées. Dans la mesure où elles déterminent les résultats que l'on peut obtenir, la construction de l'objet apparaît comme un acte scientifique fondamental. Les faits qui valident la théorie valent ce que vaut la théorie qu'ils valident. Les faits qui valident la théorie valent ce que vaut la théorie qu'ils valident. Si, contrairement à une idée reçue, les techniques d'enquête ne sont pas neutres, mais au contraire pétriées de théorie, le sociologue doit être vigilant quant à leur utilisation. Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chambourdon et Jean-Claude Passeron parlent de vigilance épistémologique. Finalement, le sociologue doit se défaire de deux types d'illusions. L'illusion de la connaissance immédiate, à laquelle doit être opposé le principe de rupture grâce notamment au recours aux méthodes sociologiques, et l'illusion scientiste de la neutralité des techniques d'enquête, à laquelle doit être opposé le contrôle épistémologique rigoureux des méthodes employées. Se défaire de l'illusion statistique. Le recours aux statistiques permet de rompre avec la connaissance immédiate. Comme nous le verrons dans les chapitres suivants, de nombreux résultats sociologiques mis au jour par Pierre Bourdieu sont issus d'analyses statistiques. Pour autant, les auteurs du métier de sociologue mettent en garde contre une utilisation des statistiques qui s'affranchirait d'une réflexion sur les implications théoriques de la méthode. En particulier, l'élaboration du questionnaire permet de collecter des données, ne peut se passer d'une interrogation sur les présupposés inhérents aux questions posées. Chacune de ces questions engage en effet une problématique théorique implicite dont le sociologue doit avoir conscience s'il veut interpréter correctement les réponses des enquêtés. Sans cela, le sociologue risque de réifier ses propres présupposés théoriques en interprétant de façon abusive ces questions comme des questions que les sujets se posent effectivement. En l'absence de contrôle épistémologique, sa démarche ne peut donc être scientifique. Dans un texte intitulé « L'opinion publique n'existe pas », Pierre Bourdieu montre que les sondages d'opinion reposent sur des postulats
non interrogés, et que leurs résultats peuvent dès lors être remis en cause. En réfutant l'un après l'autre trois de ces postulats fondamentaux, il déconstruit la notion d'opinion publique telle qu'elle est présentée par les instituts de sondage. Le premier postulat s'énonce ainsi: tout le monde peut avoir une opinion, ou autrement dit, la production d'une opinion est à la portée de tous. Pierre Bourdieu montre qu'au contraire, la compétence politique est inégalement distribuée, en fonction du niveau d'instruction essentiellement. L'exclusion des non-réponses dans la présentation des résultats conduit à évacuer le problème de la capacité différenciée des répondants à se forger une opinion, notamment politique. S'ajoute à cela le fait que les questions sont différemment interprétées par les répondants en fonction de leur appartenance sociale et donc de leur système de valeurs. Ces arguments tendent à remettre en cause le postulat des instituts de sondage selon lequel les conditions de production de l'opinion sont universellement et uniformément remplies. Selon le deuxième postulat, toutes les opinions se valent et leur simple addition formerait donc ce que l'on appelle l'opinion publique. L'opinion publique ainsi constituée correspond à ce que Pierre Bourdieu appelle un artefact, c'est-à-dire un construit façonné par la technique d'enquête et qui n'est pas d'équivalent dans la réalité. Il ajoute qu'il s'agit d'un artefact dépourvu de sens car l'opinion publique ne peut se résumer à un pourcentage. L'opinion publique est en réalité davantage le fait de leaders d'opinion et de groupes de pression qui ont réussi à se mobiliser pour faire émerger leurs revendications sur la scène politique. Les opinions individuelles n'ont pas toutes le même poids dans la constitution de l'opinion publique. Enfin, Pierre Bourdieu s'attaque à l'hypothèse qu'il y a un consensus sur les problèmes, autrement dit, qu'il y a un accord sur les questions qui méritent d'être posées. Remettons en cause l'indépendance des instituts de sondage. Il montre que les questions posées dans une enquête d'opinion sont directement liées aux préoccupations du personnel politique qui cherche ainsi à être informé sur les moyens d'organiser son action. Du fait de cette imposition de problématiques, les questions posées ne sont pas les questions que se posent réellement les personnes interrogées. Finalement, l'opinion publique telle qu'elle est construite par les instituts de sondage n'existe pas dans la réalité. Elle est un pur artefact qui repose sur des présupposés implicites. Le texte de Pierre Bourdieu est instructif à deux niveaux. En premier lieu, il réitère la mise en garde contre l'illusion statistique à laquelle peut mener un usage peu rigoureux des méthodes quantitatives, tant par le sociologue que par le statisticien de l'Institut de sondage. En second lieu, ce texte apparaît comme une application du principe de rupture défendu dans le métier de sociologue. La notion d'opinion publique est déconstruite en mettant au jour les présupposés sur lesquels elle repose. Le titre polémique « L'opinion publique n'existe pas » insiste sur la nécessité de ne pas prendre pour acquis les expressions du langage commun. Se défaire de l'illusion biographique. L'interrogation de Pierre Bourdieu sur la façon dont les méthodes d'enquête influencent les résultats obtenus s'est aussi portée sur l'entretien biographique. Son texte, L'illusion biographique, est une référence en matière de réflexion méthodologique sur l'histoire de vie. Les présupposés théoriques qui sous-tendent cette méthode particulière y sont analysés. Parler d'histoire de vie, c'est présupposer au moins, et ce n'est pas rien, que la vie est une histoire et qu'une vie est inséparablement l'ensemble des événements d'une existence individuelle conçue comme une histoire et le récit de cette histoire. Dans le cadre d'un entretien biographique, l'enquêteur et l'enquêté ont tous deux intérêts à accepter le postulat du sens de l'existence racontée. Ainsi, au cours de l'entretien, l'enquêté, incité par l'enquêteur,
tente de donner du sens aux événements disparates relatés. Il se fait l'idéologue de sa propre vie, et son récit n'est autre qu'une reconstruction a posteriori visant à convaincre de la cohérence de son parcours. Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours été, déjà à cette époque, etc., sont ainsi des expressions que l'on retrouve souvent en entretien, en entretien biographique, par ses procédés rhétoriques, l'enquêté justifie ses choix d'engagement en donnant une cohérence à l'ensemble de son cheminement. L'entretien biographique ne permet pas d'opérer une rupture avec le sens commun. Il est en effet indissociable du langage ordinaire qui décrit la vie comme une carrière, un parcours orienté, un déplacement linéaire. La technique d'enquête correspondant à l'histoire de vie apparaît donc nécessairement empreinte de l'illusion biographique. Alors que l'analyse statistique risque, si elle n'est pas contrôlée, de faire tomber le sociologue dans l'illusion scientiste. L'illusion biographique en reste, quant à elle, à l'illusion du savoir immédiat décrite dans le métier de sociologue. Dans l'illusion biographique, Pierre Bourdieu semble finalement proscrire l'usage de l'entretien biographique comme technique d'enquête permettant de rompre avec le sens commun et d'accéder à un mode d'explication scientifique du monde social. En réalité, Pierre Bourdieu a lui-même eu recours à la technique de l'entretien biographique. En 1993, il publie La misère du monde, qui restitue des récits de vie d'ouvriers, d'employés et de paysans livrant leurs souffrances et leur misère. Plus de 150 entretiens ont ainsi été réalisés entre 1989 et 1992 par les 22 sociologues réunis dans l'équipe de recherche dirigée par Pierre Bourdieu. La publication de l'ouvrage est souvent considérée comme une rupture par rapport aux réflexions épistémologiques menées notamment dans le métier de sociologue et dans l'illusion biographique. Pierre Bourdieu semble en effet finalement octroyer à l'entretien biographique, c'est-à-dire au récit de vie subjectif des individus, le droit de figurer au rang des méthodes d'enquête sociologique valables. Il n'explique néanmoins jamais comment le sociologue peut se défaire de l'illusion biographique. En revanche, il s'interroge désormais sur la manière dont le sociologue peut exercer un contrôle épistémologique rigoureux en situation d'entretien. Ce faisant, en déplaçant le problème, il rattache son questionnement à certaines des préoccupations du métier de sociologue. Ainsi, dans le texte Comprendre, placé à la fin de La misère du monde, il insiste sur la nécessité de contrôler les effets de l'enquête afin de lutter contre l'illusion consistant à chercher la neutralité dans l'annulation de l'observateur. La situation d'entretien doit donc être elle-même analysée pour se départir de l'illusion de sa neutralité et percevoir dans quelle mesure elle influence les propos recueillis. Si le sociologue doit chercher à réduire les distorsions liées à la dissymétrie sociale entre enquêteurs et enquêtés et donc tenter d'atténuer la violence symbolique, voir chapitre 2, de la relation, il ne peut le faire que par une réflexion approfondie sur ce qui peut être dit et ce qui ne peut l'être. La perspective compréhensive, adoptée notamment par le sociologue Max Weber, qui consiste à s'intéresser aux logiques subjectives et donc au sens que les individus donnent à leurs actions, par opposition à la perspective explicative, nouvellement affichée par Pierre Bourdieu, s'appuie donc sur un travail incessant de construction visant à obtenir des propos aussi peu marqués que possible par les effets de la situation d'enquête. L'auto-analyse au cœur de la vigilance épistémologique. Dans le métier de sociologue, Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chambourdon et Jean-Claude Passeron précisent que la vigilance
épistémologique doit porter non seulement sur les présupposés propres aux techniques d'enquête, mais également sur les conditions sociales de la pratique sociologique qui doivent donc être objectivées. En effet, le sociologue n'est pas un être désincarné. C'est un sujet social qui se caractérise par une appartenance sociale, un sexe, un âge, mais aussi des préférences et des dégoûts. Dès lors, il forge inconsciemment un certain nombre de prénotions à l'égard de son objet de recherche. Ainsi, les présupposés vis-à-vis de la pratique d'une profession, comme celle d'avocat, l'exercice d'un sport, le golf par exemple, ou certaines pratiques familiales telles que le divorce, ne seront pas les mêmes selon que le chercheur est issu du monde ouvrier ou du monde de la grande bourgeoisie. Par conséquent, pour mettre au jour ces présupposés et tenter de percevoir leur influence sur les résultats obtenus, le sociologue se doit d'analyser son propre rapport à l'objet étudié. Sa réflexivité au centre de la démarche sociologique permet un contrôle plus grand des conclusions avancées. Il s'agit, selon les trois auteurs, d'échapper à l'ethnocentrisme qui correspond au présupposé de l'absence de présupposés. Le sociologue est aussi incité à faire son auto-analyse, c'est-à-dire à se prendre lui-même pour objet sociologique, et donc à faire la sociologie de lui-même et celle de son rapport à la sociologie. Afin de se mettre en conformité avec ce principe, Pierre Bourdieu a écrit à la fin de sa vie « Esquisse pour une auto-analyse ». Cet ouvrage ne doit donc pas être lu comme une autobiographie, mais bien comme un moyen pour Pierre Bourdieu de mettre au jour ces présupposés de sociologue liés à son enracinement social spécifique. Ce livre a été beaucoup critiqué. Il lui en a particulièrement été reproché de ne pas atteindre son objectif. Le sociologue passant sous silence certains aspects structurants de sa trajectoire, notamment son origine sociale et sa vie familiale. 2.2. Dénaturaliser le monde social, l'invention du troisième âge. Rémy Lenoir. Le principe de rupture défendu dans le métier de sociologue peut être illustré par les travaux de Rémy Lenoir sur l'invention du troisième âge. Rémy Lenoir est un sociologue bourdieusien qui a réalisé sa thèse sous la direction de Pierre Bourdieu. Membre de l'équipe de recherche du Centre de sociologie européenne, il a notamment participé à l'écriture de La misère du monde, 1993. En 1979, il publie dans Actes de la recherche en sciences sociales, la revue dirigée par Pierre Bourdieu, l'article intitulé L'invention du troisième âge. Constitution du champ des agents de gestion de la vieillesse, il s'intéresse alors à la genèse historique de la catégorie de troisième âge, après avoir montré que l'émergence du troisième âge est liée à la généralisation des systèmes de retraite et à la transformation des rapports entre générations. Il défend la thèse selon laquelle le maintien et le développement de cette catégorie sont favorisés par l'apparition d'institutions et d'agents spécialisés qui trouvent un intérêt à son existence et qui contribuent à redéfinir la vieillesse comme nouvelle jeunesse ou âge des loisirs. Genèse historique de la catégorie du troisième âge. Selon Rémy Lenoir, la question des retraites émerge au milieu du XIXe siècle avec le vieillissement des premières générations d'ouvriers. À la fin du XIXe siècle, les luttes syndicales s'organisent en faveur des retraites, la vieillesse étant devenue une charge pour les familles ouvrières, suite aux lois sur les assurances sociales de 1928-1930, des systèmes de retraite obligatoires sont mis en place puis généralisés à toutes les catégories de salariés lors de la création de la sécurité sociale en 1945. Les retraités tendent alors à former une classe d'âge autonome. C'est finalement dans les années 1960 qu'apparaît la notion de troisième âge
avec l'augmentation du nombre de personnes âgées et du nombre de retraités. Le rapport Larocque, 1902, en particulier, propose une nouvelle conception de la vieillesse en mettant en avant une politique de la vieillesse qui ne s'applique plus seulement aux personnes âgées, les plus démunies, mais à toute la population âgée. La problématique de la vieillesse est ainsi définitivement détachée de celle de l'indigence. La commission Larocque favorise alors la constitution d'un champ de gestion de la vieillesse unifiant des actions et des discours jusque-là isolés. L'essor des systèmes de retraite complémentaires, mais aussi des résidences ou clubs spécialisés en encore le développement de la gérontologie comme science du vieillissement, participe d'une nouvelle représentation de la vieillesse qui se cristallise dans la notion de troisième âge. Les institutions et agents spécialisés dans la gestion de la vieillesse contribuent à imposer cette représentation. En associant le troisième âge à une nouvelle jeunesse, ils légitiment la création de leur secteur d'activité professionnelle, en imposant l'idée selon laquelle la vie commence à 60 ans. Il favorise la constitution d'un nouveau marché auquel participent notamment les personnes âgées issues des classes moyennes, qui sont celles qui vivent le plus mal, la rupture causée par la mise à la retraite. Les clubs ou universités du troisième âge leur permettent par exemple de convertir l'oisiveté en loisir ou en occasion de se cultiver. Rémi Lenoir en conclut que la manipulation symbolique de l'image sociale de la vieillesse n'a pas seulement des effets symboliques, mais qu'elle contribue au contraire, en les nommant, à constituer et à imposer de nouveaux besoins, en particulier le besoin de spécialistes chargés d'en assurer la satisfaction. La rupture au principe de la dénaturalisation. L'article de Rémi Lenoir permet de saisir concrètement le principe de rupture défendu dans le métier de sociologue. En effet, le troisième âge se présente tout d'abord aux sociologues comme une catégorie issue du langage ordinaire, à laquelle est attaché un ensemble de prénotions. Le travail du sociologue consiste à rompre avec ce sens commun pour étudier, à l'aide d'archives notamment, comment a émergé historiquement cette catégorie. En montrant que le troisième âge n'a pas toujours existé, le sociologue dénaturalise la notion. La dénaturalisation du monde social est fréquente dans l'œuvre de Pierre Bourdieu, que ce soit dans L'opinion publique n'existe pas ou dans un entretien publié en 1984, un intitulé polémique « La jeunesse n'est qu'un mot ». Dans ce dernier, Pierre Bourdieu partage l'intérêt de Rémi Lenoir pour les classes d'âge et rappelle que la frontière entre jeunesse et vieillesse est arbitraire. Les deux catégories ne sont pas données mais construites socialement dans une lutte entre jeunes et vieux. Comme son collègue, il met en évidence le fait que l'âge est une donnée biologique socialement manipulée et manipulable. Il ajoute que le fait de parler des jeunes comme d'une unité sociale, d'un groupe constitué doté d'intérêts communs, et de rapporter ces intérêts à un âge défini biologiquement constitue déjà une manipulation évidente. Selon Pierre Bourdieu, il est nécessaire de différencier les jeunes selon leur origine sociale, car celle-ci implique des styles de vie distincts. Alors, je vais continuer. 3. Une nouvelle conception de l'action. Les grands courants de la sociologie se distinguent essentiellement par leur façon d'envisager les actions menées
par les individus, tandis que certains subjectivistes insistent sur la rationalité ou la liberté des acteurs en société. D'autres objectivistes mettent en évidence les déterminismes sociaux qui pèsent sur les individus. À partir de sa réflexion épistémologique, Pierre Bourdieu développe une nouvelle conception de l'action qui cherche à dépasser les oppositions classiques de la sociologie, notamment celles établies entre objectivisme et subjectivisme. Le structuralisme génétique. Objectivisme et subjectivisme. Il existe au sein des sciences sociales de nombreuses oppositions. Par exemple, individualisme, holisme, micro-macro, individuel-collectif. Parmi elles se trouve l'opposition entre subjectivisme et objectivisme. Le subjectivisme part des représentations et visions du monde propres aux individus pour fonder la connaissance sociologique. Les tenants de l'objectivisme, tels qu'Émile Durkheim ou Karl Marx, défendent à l'opposé l'idée que la sociologie doit se détourner des représentations subjectives des individus conçues comme des prénotions ou des idéologies, pour s'intéresser aux structures sociales objectives qui expliquent le fonctionnement de la société et qui dépassent l'entendement des individus. Les principes de rupture et non-conscience inscrivent le métier de sociologue 1968 dans la tradition objectiviste. Pour autant, l'ouvrage met également en garde contre les excès de cette posture. D'ailleurs, dans l'ensemble de son œuvre, Pierre Bourdieu refuse de s'inscrire exclusivement dans l'une ou de l'autre des positions objectivistes ou subjectivistes. Remise en cause du structuralisme et refus du subjectivisme. Les premières recherches de Pierre Bourdieu en Kabylie ont été influencées par le structuralisme de l'anthropologie. De l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Ce dernier s'inspire lui-même des recherches du linguiste Ferdinand de Saussure qui appréhende la langue comme un système dans lequel chacun des éléments se définit par équivalence ou opposition avec les autres. Claude Lévi-Strauss applique ces principes à son objet d'étude, la famille. La parenté est ainsi analysée comme un langage qui met en relation non seulement les individus, mais aussi les familles entre elles. Des règles inconscientes et universelles, qualifiées d'invariants, régissent ces systèmes de parenté. La prohibition de l'inceste, en particulier, favorise la circulation des femmes au sein d'un groupe social. L'analyse de structures objectives apparaît donc essentielle pour rendre compte de la réalité sociale. Dans la maison ou le monde renversé. Texte publié pour la première fois en 1969, Pierre Bourdieu recourt à son tour à la méthode d'analyse structurale en montrant que l'espace intérieur du foyer, avant tout féminin, se structure par inversion avec l'espace extérieur, avant tout masculin. Cependant, par la suite, après le métier de sociologue notamment, il insiste de plus en plus sur la nécessité de s'enquérir du sens que les agents donnent à leur pratique afin de saisir la dialectique entre structure objective et structure subjective incorporée. Sans cela, le sociologue est conduit à réifier, c'est-à-dire à appréhender comme réelles des abstractions telles que les classes sociales ou la culture. Pour autant, Pierre Bourdieu s'est toujours opposé au pur subjectivisme. Il est en effet nécessaire, selon lui, de rompre avec les représentations spontanées des agents pour construire un discours scientifique. Sa critique du subjectivisme repose tout d'abord sur une remise en cause de la phénoménologie du philosophe Jean-Paul Sartre. Celui-ci met l'accent sur la liberté des individus.
Il considère en effet que les individus sont capables de dépasser leur situation objective par le recours à l'imaginaire. Par conséquent, le fait que les individus rendent compte de leurs actions en faisant appel à un quelconque déterminisme peut être interprété comme une preuve de mauvaise foi. Pierre Bourdieu conteste cette conception de la liberté du sujet en affirmant que les conditions sociales d'existence, c'est-à-dire les structures objectives, restent centrales dans l'explication des comportements des individus. Avec les mêmes arguments, il s'oppose aussi aux théories de l'acteur rationnel qui définissent la conception de l'action prédominante en économie. Selon ces théories, l'intérêt est le seul moteur de l'action et les acteurs sont réduits à des calculateurs qui cherchent à maximiser leur intérêt. En dépit de leur éloignement conceptuel, la phénoménologie de Jean-Paul Sartre et les théories de l'acteur rationnel sont réunies par Pierre Bourdieu sous une même étiquette, celle du subjectivisme, pour expliciter sa propre théorie de l'action. Dépasser l'opposition entre objectivisme et subjectivisme, le structuralisme génétique. Après avoir découvert les apories auxquelles menait l'objectivisme, d'une part, et le subjectivisme, d'autre part, Pierre Bourdieu manifeste sa volonté de dépasser l'opposition entre ces deux extrêmes. Il s'exprime ainsi dans Choses dites, dans son ouvrage intitulé Choses dites. Si j'aimais le jeu des étiquettes, je dirais que j'essaie d'élaborer un structuralisme génétique. L'analyse des structures objectives est inséparable de l'analyse de la genèse au sein des individus biologiques des structures mentales qui sont pour une part le produit de l'incorporation des structures sociales et de l'analyse de la genèse de ces structures sociales elles-mêmes. Le structuralisme génétique, qu'il qualifie dans un autre texte de structuralisme constructiviste ou de constructivisme structuraliste. Chose dite, page 147. Rend ainsi compatible l'étude des structures objectives et celle des représentations subjectives qui semblaient relever jusque-là de postures inconciliables. Dans un texte intitulé Espace social et pouvoir symbolique, Pierre Bourdieu explicite la nature du structuralisme génétique. Le dépassement de l'opposition entre objectivisme et subjectivisme ne peut se réaliser selon lui que si le sociologue distingue deux moments fondamentaux dans sa démarche de recherche. La rupture objectiviste avec le langage ordinaire apparaît comme un premier moment nécessaire à la recherche pour mettre au jour les structures objectives qui orientent les représentations subjectives. Cependant, le sociologue ne peut s'en tenir à cette première rupture et doit, dans un second temps, réintégrer les visions du monde subjectives qui contribuent elles-mêmes en retour à la construction du monde social. Pierre Bourdieu explique ainsi. D'un côté, les structures objectives que construit le sociologue dans le moment objectiviste, en écartant les représentations subjectives des agents, sont le fondement des représentations subjectives et elles constituent les contraintes structurales qui pèsent sur les interactions, mais d'un autre côté, ces représentations doivent aussi être retenues si l'on veut rendre compte notamment des luttes quotidiennes, individuelles ou collectives qui visent à transformer ou à conserver ces structures. Page 150. 3.2. La notion d'habitus. Histoire de la notion. La notion d'habitus, centrale dans la sociologie bourdieusienne, permet de dépasser les oppositions classiques de la sociologie. Objectivisme, subjectivisme, holisme, individualisme, macro-micro,
Si objectivisme, subjectivisme, holisme, individualisme, macro, micro, si cette notion n'a pas été inventée par Pierre Bourdieu, ça veut dire la notion de l'habitus, ce dernier l'a néanmoins redéfinie pour lui donner une place capitale dans la palette des outils conceptuels de la sociologie. À l'origine, la notion d'habitus est une traduction par saint Thomas d'Aquin de la notion aristotélicienne d'exisme. Chez Aristote, l'exi désigne les attitudes et aptitudes corporelles, manière de se tenir, adresse, incorporées au cours de l'éducation qui fondent la capacité d'action actuelle des individus. Saint Thomas d'Aquin traduit exi par habitus, et il désigne par là le fait que la socialisation inculque des pratiques, notamment religieuses, qui deviennent ensuite spontanées. Par la suite, la notion d'habitus a souvent été reprise, mais sans pour autant devenir l'élément central d'une théorie. Lorsque Pierre Bourdieu se la réapproprie, il s'inspire notamment d'Aristote, de saint Thomas d'Aquin, d'Émile Durkheim, de Norbert Elias, de Marcel Mauss et de Max Weber. Définition de l'habitus selon Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu a donné de multiples définitions de l'habitus. La plus célèbre se trouve dans le sens pratique, dans son ouvrage Le sens pratique. Il dit, à propos de l'habitus, de cette notion, les conditionnements associés à une classe particulière de conditions d'existence produisent des habitus. Système de disposition durable et transposable, structure structurée, prédisposée à fonctionner comme structure structurante. En fait, أنا عندي فيديو في الحقيقة لشرح الهابيتوس باللغة العربية عندي في القناة ديالي انطلاقا من هذا التعريف بالضبط الوارد في لو سونس براتيك. Alors, les conditionnements associés à une classe particulière de conditions d'existence produisent des habitus, systèmes de disposition durable et transposables, structures structurées, prédisposées à fonctionner comme structures structurantes, c'est-à-dire en tant que principe générateur et organisateur de pratiques et de représentations qui peuvent être objectivement adaptées à leur but sans supposer la visée consciente de fin et la maîtrise expresse des opérations nécessaires pour les atteindre. L'habitus est pour Pierre Bourdieu composé de schèmes de perception, manière de percevoir le monde, d'appréciation, manière de le juger, et d'action, manière de s'y comporter, qui ont été intériorisés et incorporés par les individus au cours de leur socialisation primaire, pendant l'enfance et secondaire à l'âge adulte, de manière plus ou moins inconsciente. Ils se composent tout à la fois des structures mentales à travers lesquelles les individus appréhendent le monde social. Dans son ouvrage Choses dites, 1987, et leur manifestation corporelle désignée sous le terme d'exi corporel repris à Aristote. Les habitus varient selon les conditions d'existence et les trajectoires sociales de chacun. Dans la mesure où les conditions d'existence sont communes à tout ensemble de personnes placées dans la même situation socio-économique, ces personnes partagent pour partie le même habitus. Cela autorise Pierre Bourdieu à parler d'habitus de classe, habitus ouvrier ou habitus bourgeois, par exemple. Cependant, comme chaque personne a une trajectoire individuelle propre et occupe une position particulière au sein de sa classe, l'habitus comporte aussi une dimension individuelle, qui fait que chaque habitus particulier est envisagé comme une variante d'un habitus collectif. Donc chacun a son habitus d'un côté, il y a un habitus collectif, il y a aussi un habitus individuel, propre à chaque personne. Les dispositions de l'habitus sont durables dans la mesure où
étant enracinées dans les personnes, elles tendent à se perpétuer et à résister au changement. Sauf changement radical des conditions socio-économiques de l'environnement, les individus ont tendance à conserver les dispositions acquises au cours de leur socialisation. Parfois, lorsque le monde social change, mais que les comportements issus de l'habitus se perpétuent sans s'adapter, un effet d'hystérésie apparaît. L'hystérésie désigne la persistance d'un effet alors que sa cause a disparu. Dans Question de sociologie, 1984, Pierre Bourdieu donne l'exemple du personnage de Don Quichotte, héros du romancier Cervantes, qui continue à se comporter comme un chevalier dans un monde où la chevalerie n'existe plus. Les dispositions qui forment l'habitus sont également qualifiées de transposables. Cela signifie que les dispositions acquises dans certains contextes, comme dans la famille ou à l'école, peuvent être transposées dans d'autres contextes, par exemple au travail, dans le cadre d'une activité sportive, ce qui tend à créer des styles de vie homogènes. Exemple, habitus scolastique. Le livre Architecture gothique et pensée scolastique, écrit par l'historien de l'art allemand Erwin Panofsky, est considéré par Pierre Bourdieu, qui l'a traduit en français et postfacé en 1967, comme une vérification de sa théorie de l'habitus. Dans cet ouvrage, Erwin Panofsky cherche à comprendre la genèse de l'architecture gothique. Il montre que les architectes des cathédrales gothiques, tous formés à l'école de la scolastique, qui possédait le monopole de l'éducation, ont transposé en architecture des principes de la scolastique. Ainsi, il est possible de constater une homologie, c'est-à-dire une similarité de structure entre la pensée scolastique, qui prétend réconcilier la foi et la raison en clarifiant le plus possible les articles de foi, et l'architecture gothique, cathédrale, ouverte, transparence, divisibilité de la structure. Pour Panofsky, cette relation n'est pas fortuite. La similitude de structure entre pensée scolastique et architecture gothique n'est pas le fruit du hasard, mais le produit d'une relation causale. Pierre Bourdieu interprète cela comme la transposition d'un habitus acquis au cours de la formation scolaire et religieuse dans l'ordre professionnel et artistique. 3. Habitus et sens pratique de l'acteur à l'agent. L'habitus comporte deux dimensions. D'une part, il est intériorisation de l'extériorité par le biais de la socialisation. Il permet l'intériorisation des structures de monde social, chose dite 1987. Autrement dit, l'intériorisation des limites au sein desquelles il est possible d'agir. D'autre part, et simultanément, l'habitus permet une extériorisation de l'intériorité. Donc il y a deux dimensions dans l'habitus. La première dimension, c'est que l'habitus est une intériorisation de l'extériorité. Et d'un autre côté, la deuxième dimension, c'est que donc l'extériorisation de l'intériorité en raison de son rôle de structure biniya, baniya ou baniya, mabniya ou baniya, structure structurante, génératrice de pratique. L'habitus permet en effet aux individus dans une situation donnée de produire le comportement correspondant à ce qui est attendu d'eux pour le contexte social, c'est-à-dire de faire correspondre leur structure subjective avec les structures objectives du monde social, sans avoir forcément à y réfléchir, puisqu'ils ont auparavant intériorisé l'extériorité du monde social. Cette faculté de savoir comment se comporter dans une situation donnée sans avoir à y réfléchir, parce que cela a été inconsciemment intériorisé par le passé, est à l'origine du sens pratique. Pierre Bourdieu mobilise l'exemple du joueur de tennis pour illustrer la notion de sens pratique.
Sans qu'il ait besoin de réfléchir, le joueur de tennis anticipe l'endroit où la balle va tomber. Sa maîtrise pratique du jeu le dispense de réfléchir à chaque nouveau coup. Le sens pratique produit de l'habitus permet donc d'économiser de la réflexion dans l'action. هذا القول لبيير بورديو ديال لو سونس براتيك. فكنت تكلمت انا على القضيه ديال الوعي واللاوعي عنده علاقه بهذا الشيء. الوعي واللاوعي، الانسان يعني في البدايه يكون عنده وعي للتعلم الاشياء، الوعي المعرفي، ثم مع التكرار يعني بالتطبيق والتكرار يصبح يعني يشتغل في العديد من الاشياء باللاوعي. هذه هي يعني le sens pratique produit de l'habitus permet d'économiser de la réflexion dans l'action. L'opposition à la théorie de l'acteur rationnel, de l'acteur à l'agent, La notion de sens pratique s'oppose directement à la théorie de l'acteur rationnel. Ça veut dire la théorie de Max Weber. En effet, d'après cette théorie, les actions des individus sont toujours motivées par un calcul rationnel de type coût-avantage. Pierre Bourdieu, avec le mécanisme de l'habitus et la notion de sens pratique, montre qu'il est possible d'obtenir des comportements objectivement ajustés à une fin sans pour autant que ces comportements soient le produit d'un calcul. De facto, le joueur de tennis se trouve au bon endroit pour réceptionner la balle, sans pour autant élaborer une théorie ou définir la raison de son action avant chaque coup. Renonçons à la conception d'un acteur rationnel pour introduire l'idée que les comportements sont pour partie le produit d'habitus qui représente du social incorporé. Pierre Bourdieu décide de changer de vocabulaire. Plutôt que de parler d'acteur, il parle d'agent. En effet, la notion d'agent permet de concilier deux dimensions. D'une part, l'agent est celui qui agit vers l'extérieur, et d'autre part, il est aussi celui qui agit de l'intérieur du fait de son habitus, qui est agi de l'intérieur. Évolution de la notion d'habitus. La conception de l'action de Pierre Bourdieu a été vivement critique. Il a notamment été reproché aux sociologues d'être démesurément déterministes, en considérant les agents comme des idiots culturels entièrement soumis à leur habitus et par conséquent dénués de réflexivité au moment d'agir. La conception d'habitus de Pierre Bourdieu est toutefois moins simpliste qu'il n'y paraît. Elle a évolué et elle a fait l'objet de redéfinitions au fur et à mesure des recherches du sociologue. Même si elle se présente initialement comme une notion permettant de concilier liberté et déterminisme, la notion d'habitus incline dans ses premières formulations la reproduction, plutôt du côté du déterminisme. Elle y porte en effet l'idée que les structures subjectives des individus sont déterminées de l'extérieur par les structures objectives du monde social, ce qui rend le comportement des agents sociaux prévisible. En revanche, la seconde formulation de la notion d'habitus laisse ouverte la possibilité d'une invention de la part des acteurs. Elle réduit donc la prévisibilité de leur comportement en insistant sur la dimension génératrice de l'habitus. Donc là, question de sociologie, Pierre Bourdieu. Mais pourquoi, donc c'est Pierre Bourdieu qui va parler, mais pourquoi ne pas avoir dit habitude? L'habitude est considérée spontanément comme répétitive, mécanique, automatique, plutôt reproductive que reproductrice. Or, je voulais insister sur l'idée que l'habitus est quelque chose de puissamment générateur. L'habitus est pour aller vite un produit des conditionnements qui tendent à reproduire la logique objective des conditionnements, mais en lui faisant subir une transformation. C'est une espèce de machine transformatrice qui fait que nous reproduisons les conditions sociales dans notre propre production, mais d'une façon relativement imprévisible, d'une façon telle qu'on ne peut pas passer simplement et mécaniquement de la connaissance des conditions de production à la connaissance des produits. Question de sociologie, pages 134 et 135.
Donc voilà, je viens de finir ce chapitre. Le prochain chapitre, ce sera sur la sociologie de l'école. Voilà. Donc là, Inch'Allah, في الحصة القادمة.